avions réfléchi aux besoins des étudiants et si ceux-ci étaient satisfaits. Il y avait bien sûr des points positifs et négatifs, ce qui nous a permis d'adapter les enseignements les années suivantes. Alors, je dirais que pour améliorer, ce qui est ressorti de notre étude, c'est que les étudiants en M2 avaient besoin de plus de flexibilité, d'une prise en compte de leur situation professionnelle, parce que souvent ce sont des adultes mûrs en reprise d'études, d'une mise en réseau, d'un apprentissage collaboratif aussi, des échanges d'informations et des co-constructions des connaissances qui sont des éléments qui deviennent pertinents dans des contextes professionnels divergents. Notre conclusion majeure était donc qu'il fallait proposer une approche plus expérimentale, voire expérientielle, centrée sur les apprenants eux-mêmes. Ma collègue Deborah Marsh et moi-même avons utilisé également les réseaux sociaux, donc le web ouvert, pas de plateforme comme WebCité à l'époque ou Moodle, car on voulait partager avec d'autres établissements qui n'avaient pas forcément les connexions. Et ce, dans le cadre d'un cours de e-learning au sein de notre université. On voulait explorer et évaluer les avantages et les défis relatifs à l'utilisation de ces outils dans l'enseignement supérieur. Donc, les rôles des étudiants apprenants ont changé de perspective puisque la pédagogie était auparavant axée sur l'enseignant, a été remplacée par la gestion par les pairs, le partage collaboratif, l'autonomie et la responsabilisation des étudiants. Nous avons donc placé les étudiants au cœur du processus d'apprentissage et leur avons permis d'expérimenter et de réfléchir à l'apprentissage collaboratif en ligne, tout en étant impliqués dans des projets pratiques spécifiques. Ils ont vraiment apprécié cela. Je vais vous expliquer sur la prochaine diapositive. Vous pouvez donc lire la monographie d'une vingtaine de pages que nous avons publiée en espagnol et en anglais sur cette expérience pédagogique menée en co-gestion du cours par les pairs. Donc, notre réseau d'échanges pédagogiques en enseignement à distance, en e-learning, proposait 6 points. Donc, il faut d'abord un investissement initial des tuteurs et des activités brise-glace. Les objets d'apprentissage doivent être des objets d'apprentissage sociaux, structurés et imposés. J'insiste sur ce point, on pourra en parler lors de la discussion si vous le souhaitez, ainsi qu'un programme, un planning très strict avec des alertes. L'idéal est d'avoir 2 tuteurs pour un soutien mutuel pendant ce cours, cet apprentissage, et s'aider à décider à quel moment intervenir. Et surtout, à un moment donné, il faut lâcher prise et faire confiance aux apprenants. C'est très difficile d'ailleurs. Non pas de faire confiance, mais de lâcher prise quand on est enseignant. Donc, il faut pouvoir accepter et s'attendre à faire des erreurs aussi. Les outils que nous avons utilisés dans le cadre de cette expérimentation pédagogique, si j'ose dire, c'était d'abord Ning. C'était une première interface en français, bien avant Facebook. On a utilisé également Groupe PS, Google+, Google Communauté et plus récemment, depuis 2019, un outil qui s'appelle MiWi. Bon, alors évidemment, certains enseignants, tuteurs ne sont pas à l'aise avec ce type d'attitude en retrait. Donc, ce type de cours n'est pas fait pour tout le monde. Alors, l'important pour les outils, c'est qu'ils soient simples d'utilisation, idéalement qu'aucune formation ne soit requise et que ce soit facile d'accès, de préférence sur le web ouvert. Alors, je citerai Weller 2018 quand il dit « La valeur éducative n'est pas directement présente dans le contenu lui-même, mais dans l'interaction sociale qui est engendrée par ce contenu. » Donc là, je vous donne ici quelques exemples. Vous avez l'exemple de quelques sujets imposés.
avec le planning pour les étudiants. Hein. Donc, le premier groupe a planché sur une mini-synthèse du projet SMS que j'ai mené il y a une dizaine d'années. Ensuite, le deuxième groupe a travaillé sur l'écriture SMS qui permettait ou non un enregistrement de la langue, une réflexion là-dessus. Ensuite, sur les aspects juridiques, notamment l'anonymisation des SMS, jusqu'au moment où nous avons mis à disposition un corpus. Et puis une veille presse à propos de différents articles et reportages parus sur le projet. Donc, encore une fois, l'important, c'est d'avoir une structure très, très, comment dire, très figée, enfin très, très organisée, imposée, avec des dates butoirs fixes, non déplaçables, ce qui donne un cadre aux étudiants. Et puis à l'intérieur du cadre, ils sont libres. On pourra en discuter plus longuement tout à l'heure. J'ai mené aussi une autre expérimentation pédagogique, cette fois-ci en cours magistral. Euh, L'idée, c'était que je posais des questions à l'amphi et les étudiants répondaient par SMS et les réponses s'affichaient sur le vidéoprojecteur. Dans un premier temps, j'ai utilisé une application qui s'appelle On-Off et puis plus récemment, depuis 2018, j'ai utilisé un produit belge que vous connaissez peut-être qui s'appelle WooClap, qui est particulièrement efficace pour motiver la participation étudiante parce qu'il inclut toutes sortes de fonctionnalités collaboratives qui peuvent ensuite être immédiatement évaluées et affichées. J'ai également utilisé cet outil dans le cadre d'un TD le semestre dernier. Vous pouvez lire d'ailleurs le retour d'expérience des étudiants de L3 en ligne. Je dirais même que pour les exercices ardus, sur certains aspects en linguistique informatique, le contenu leur a plu puisqu'ils ont utilisé un outil via leur téléphone portable. Donc, les étudiants devaient également présenter un travail devant leurs camarades, puis poser toute une série de questions via WooClap à leur pairs. Donc, en quelque sorte, non seulement ils faisaient une présentation, mais ensuite, ils devaient mesurer le contenu acquis par les pairs. Et donc, je crois que c'est ce deuxième aspect qui leur a beaucoup plu. Et ensuite, donc, je leur ai demandé de participer à cette première expérience de publication. Pour la plupart des étudiants, c'était la première fois qu'ils publiaient quelque chose. Donc, sur le site belge de WooClap, on peut lire cette publication d'une quinzaine de mes étudiants sur leur expérience d'utilisation de l'outil. Et quelques étudiantes, trois, sont venues participer à une présentation nationale de WooClap et ont expliqué les fonctionnalités à d'autres enseignants-chercheurs. Donc, si vous voulez qu'on teste les fonctionnalités de WooClap pendant la discussion, je vous le montrerai. Donc, je dirais en conclusion, vive la technologie mobile et n'oublions pas que l'utilisation des téléphones intelligents dans l'enseignement scolaire et supérieur est cruciale pour l'innovation, la pluricompétence et la bonne mise en place de nos formations en humanité numérique. Je vous remercie.